by the young defenseman, Cale Makar. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. Cette semaine, je suis même pas capable de faire l'introduction dans cette émission que mon Yannakis est déjà plié en deux de rire. Ben là, hein? On n'est pas toujours enregistré, hein? Que se passe-t-il, mon cher? Rien, Greg. Disons que tu as extériorisé... extériorisé ton rush des derniers jours, hein, mon Greg. C'est que ça. De quelle façon l'ai-je extériorisé? De façon de bruit naturel corporel. Es-tu en train de me dire que j'ai fait les 50 nuances de râlement à la Ben Roger? Donc, pas à ce point-là, quand même. Là. Et mon favori, le... Ça, je l'adore. C'est mon bruit favori. Salut Ben Roger, que j'aime d'amour. Comment ça va, mon cher Yannick Yannakis Godbout? Dangereusement bien, mon Greg Ennis. Et toi? Écoute, on a vécu un grand moment ce week-end. J'étais dans ma voiture et je m'en retournais à la maison pour prendre soin de ma douce qui a eu un dur week-end, malheureusement. Oh. Et là, mon téléphone, littéralement, se met à exploser. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suivais le match un petit peu de côté, là, de voir le pointage entre les Kings et les Bruins, bien sûr. Et là, de voir qu'en prolongation, nul autre que Brent Clark l'a mis dedans en déculottant le gagnant du trophée Vézina. Alors, mesdames et messieurs, je veux simplement vous dire bienvenue dans le monde de Brent Clark. Wow, Greg. Quel premier but dans la Ligue nationale, quel moment. Et la description de mon ami Sébastien Goulet qui était complètement exceptionnelle. Wow! De toute façon, Sébastien Goulet, écoute, j'ai eu le privilège de rencontrer cet individu-là une fois, et je me suis encore lui avoir dit, M. Goulet, quand il a fait le hockey junior à TVA Sport, je ne le regarde pas parce que ça m'intéresse pas, mais je vous écoute. Puis il m'avait dit, OK, ça, c'est le compliment suprême quand t'es commentateur, analyste. Ben, je suis hockey junior, j'en ai rien à cirer. Mais j'ai dit de vous entendre parler des analyses que vous faites. J'ai dit, vous réussissez à rendre ça intéressant, ce qui est tout qu'un contrat quand même. Là, ouais, notre collègue à BPM et ami, que je suis très chanceux et heureux de compter parmi mes amis, Seb, qui est un des top 3 descripteurs au Québec, à mon humble avis, tout sport confondu. Et ça, ce moment-là de Brent Clark était le meilleur du week-end, mais le deuxième meilleur moment était bien sûr celui où la mascotte NJ Devil 00 a déshabillé Gritty et l'a fait courir après pour son linge partout à travers le terrain du MetLife Stadium. C'était hilarant. De voir Gritty courir à toute fin pratique, complètement nu sur le terrain, avec les yeux qui se font aller d'un bord puis de l'autre. Yannick, je suis désolé, là. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de me dire... Ah, come on! Tu vas pas aller là. Dis-moi que tu vas pas là. Ça aurait été pas là. Si, mettons... Greg et Yannick courent de main sur le terrain partout. D'ailleurs, on va faire tantôt les questions des auditeurs pour cet épisode-là. Et il y en a un qui a posé la question ultime. J'étais pas au show de Québec. Est-ce que Yannakis portait ses bottes de cowboy en cuir? Et Max d'avoir répondu, notre ami Max d'avoir répondu, oui, je les ai même shinés moi-même. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, par exemple. Malheureusement, les rigueurs de l'hiver de Québec les ont salis un petit peu. Quand quelqu'un dit qu'il a shiné tes bottes, mais je suis pas menteur, Greg. Je suis pas menteur. Je fais simplement qu'agréer à la discussion et c'est tout.
Je pensais que tu allais dire que un des moments saillants de ton week-end avait été l'enchère silencieuse sur la page Facebook. Oui, et ça, écoute, je pense que je dois aller montrer la carte. Je vais y aller. Là, tu me lances ça là-dedans. Et finalement, cette carte-là, écoute, j'ai mis ça, puis je me suis dit, honnêtement, si on va chercher $300 pour cette fabuleuse photo qui est... OK, là, ce qu'il faut savoir, et là, je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Les seules fois que vous allez voir Yanakis et moi avoir des cartes, ce sera pour des causes caritatives. C'est tout. Donc voilà absolument. La magnifique carte qui sera signée, bien sûr, de nos deux mains et avec une inscription, une inscribe, qui sera décidée par le gagnant de la carte. Et là, c'est parti en fou cette histoire-là d'enchères silencieux pour le 25 heures de hockey avec mes chums secondaires qui participent à ça depuis plusieurs années, François Turgeon et voyons, Colin, que je suis pas assez fatigué. Papa est pas assez fatigué. Yoann Giroux, voilà. Les deux gars qui sont impliqués là-dedans, qui m'avaient demandé un petit coup de main là-dessus. Alors, non seulement je dois faire le tirage pour la Canvas Tag 10 de Brent Clark que j'ai fait tirer de ma collection personnelle parmi les gars qui ont donné, je pense qu'il y en a 3 qui ont adhéré à ce concours-là. Donc, celui-là n'a pas levé, mais celui de notre première carte ensemble, c'est parti en fou. Puis, les gars ont été d'une générosité incroyable. Tu as eu Maxime Brown de Brown's Carte Sportive qui est rentré là-dedans. Max, bien sûr, qui est rentré là-dedans, qui était le premier qui a dit « OK, moi, laissez faire les 20-25$, je mets 100$ tout de suite, ça va être ça. » Et finalement, Max est entré là-dedans. Hugo Savage de Savage Cards est rentré là-dedans. Il y a eu Steve Plante qui... je crois que sa shop est encore ouverte jusqu'à la fin de février, qui s'appelle O-Shop à Drummondville. Et Karn aussi qui est rentré là-dedans. Il y a même eu une certaine discussion à un certain moment donné de dire Karn et Hugo vont l'acheter ensemble pour faire une inscription Savage Slab Sharks. Et finalement, c'est Karn qui a remporté la carte avec $670. Le don qui a été fait. Et je sais qu'il y a plusieurs gars qui l'ont remercié dans le groupe. Alors, Karn comprend absolument rien de ce qu'on dit, bien sûr, parce que je dois tout traduire en anglais pour lui. Mais merci, mon ami. Thank you, my friend. $670 de plus. Et là, ça veut dire que nous autres, avec tous les dons qu'on a faits, là, on approche à peu près le $2000 en 2 semaines pour des œuvres caritatives de même. Et ça, c'est juste avec 2 bozos qui se parlent de cartes. Là. C'est quand même assez pas pire. Et tout ça, c'est grâce à la communauté qui est autour de nous autres. Donc, on veut vous remercier. On a des projets. J'ai rencontré d'ailleurs tantôt Irwin de Cards Label en France. Cards Label, qui ont fait partie du projet des cartes de Yanakis en Gritty. Et j'ai vu certains de leurs produits qui font... Écoute, les gars sont exceptionnels. Il y avait, en fait, les cartes custom qui avaient été faites, c'était Zeta Cards, on l'a vu, et Cards Label, qui eux s'occupent de l'espèce de holder, la protection, mais font aussi des espèces de produits comme ça ici dans lesquels on peut avoir le logo qu'on veut sur la boîte. Et regarde ça quand tu l'ouvres, je veux juste faire attention parce que ça vaut quelques dollars ce qu'il y a là-dedans. Oh. Et là, tu peux mettre tes cartes, vois-tu? Je te dis, j'ai peur de l'échapper. Voyez-vous bien à l'écran? Vois-tu bien? Absolument. Ouais, on voit 4 guinées dans la boîte, là, mais pour le reste, tout va bien. Ouais, c'est ça. Vous avez ma One of One de Brent Clark, la Future Watch Auto Patch et ma Ice Premier sur 10 et la Limited Logo de Quentin Byfield qui sont là. Greg, collectionnes-tu les Kings? Je sais pas, mais bref. Imagines-tu, Greg? Chaque barre, 2 Ryan Reeves, Sign of the Time. La normale, la Inscribe. Ce serait écœurant. La boîte va valoir plus. La boîte va valoir plus que... les cartes. Les cartes. D'ailleurs, je me suis acheté une carte. J'ai décidé de faire une petite collection des joueurs qui collaborent à nos émissions, que ce soit Show de cartes, que ce soit les visiteurs qui s'en viennent dans maintenant 2 semaines sur les ondes de BPM Sport aussi. Puis j'ai trouvé une Benoît Olivier Groux de COP sur 249 avec une patch complètement folle qui m'a coûté $22 australiens. Hein? Quel vol! Pourquoi $22 australiens? Parce que le gars, il est sorti en Australie. Il est sorti de la boîte en Australie. Ah bon?
Ben là, ça a été acheté vendredi. Au moment d'enregistrer, on est présentement mardi soir et toujours pas de signe de shipping. Donc, je commence à être un petit peu inquiet ou frustré. Choisis ce que tu voudras. Comme je te connais, c'est plus un mélange des deux. Ouais. Vous connaissez ma patience légendaire. Oui. Yannick, il est arrivé un cas récemment, quelqu'un qui a publié, c'est-à-dire dans le groupe Facebook, et depuis, on a effacé cette publication-là parce qu'on voulait pas que les commentaires partent dans tous les sens, mais ça a levé quand même une interrogation qui est importante, surtout au niveau des cartes vintage, les cartes qui valent beaucoup d'argent ou qui ont une valeur émotive également. Le collectionneur en question avait une Patrick Roy recrue. La 1986, la fameuse 1986. Numéro 53. Oui, de Patrick Roy. Et elle était gradée par la compagnie canadienne KSA, qui est une compagnie qu'on voit circuler un peu partout dans les shows ou quoi que ce soit, que certains collectionneurs utilisent, et a décidé de faire ce qu'on appelle un crossover avec PSA. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça arrive régulièrement dans le marché, là, de dire, par exemple, je vais prendre une Beckett 9.5 et je pense qu'elle a une chance de PSA 10, alors je la craque puis je l'envoie chez PSA. Et là, je veux dire, j'espère tomber sur une PSA 10 et non sur une PSA 9 parce qu'elle va valoir moins, mais bref, souvent dans les évaluations, il y a des gars qui vont faire ça. Ça se fait entre les compagnies, donc Tag, Beckett, SGC, PSA et tout le reste, qui est bien sûr pour tenter d'avoir le plus haut grade chez PSA parce que c'est ça qui va avoir la plus grosse valeur dans le marché, n'est-ce pas? Mais la carte est revenue de chez PSA en étant altérée. Donc, c'était une carte qui aurait été, je sais pas, on aurait tenté. Altérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a plusieurs choses, là, soit le format de la carte, ça veut dire qu'on aurait pu peut-être la trimer. Ça, c'est pour augmenter la qualité des côtés, là, des edges de la carte, là, donc les contours. Je sais pas comment dire ça en français, j'essaie bien trop de traduire. Tu viens de bien le résumer, Greg. Là, c'est une technique qui vient comme le monde de réduire la dimension de la carte, exemple. Il y a un côté qui est un petit peu plus... que le edge est un peu plus chippé. On coupe un 96e de pouce. Est-ce que c'est de la contrefaçon? Est-ce que c'est de l'altération? Est-ce que c'est de la fraude? Oui, aux deux dernières énoncées. C'est une façon de faire. L'altération, ça peut être la couleur aussi, ça peut être une trolley de choses, là. Ça peut être une grève de carton quand on va dans des cartes là, vraiment de très, 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 très grande valeur, là, qui ont une très, très, très grande importance, là, voire des Honus Warner T206 ou ce genre de pièces-là. Ouais, et ça peut aider aussi sur le centrage, ça peut aider sur la qualité des coins, ça peut aider sur bien des affaires, bref. Mais le collectionneur en question était hors de lui, il se disait, bon, la faute est à qui à ce moment-là? Est-ce que c'est à la personne qui l'a envoyé chez PSA? Je vous la montre à l'écran, la carte dont on parle, si vous n'êtes pas familier. Là. Donc, on la voit présentement, la 1986 au Peachy en PSA 7. Et vois-tu, il reste 1h35, elle est à $200 US, ça va monter pas mal plus haut que ça. Inquiétez-vous pas. Bref, mais lorsqu'on a... Tu sais, il y a plusieurs experts qui sont penchés sur la question aussi, et c'est pas la première fois que ça arrive avec KSA. Même qu'à Toronto, je nommerai pas la personne, mais à Toronto, c'est arrivé au dernier expo là, qu'on a vécu au mois de novembre, c'est arrivé avec une Alex Ovechkin Future Watch. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui vaut des milliers et des milliers de dollars, dans laquelle dire, hey, c'est une KSA 9 ou 10, donc un très très haut grade, on va essayer de mettre ça chez PSA, ça va valoir pas mal plus, finalement, c'est évalué par eux autres, et finalement, carte est altérée, mais là, tu fais quoi, là? T'as payé, peu importe, même le collectionneur en question, dans le groupe Facebook, c'est une valeur émotive. Ma Patrick Roy est altérée ou est fausse ou peu importe. T'sais. Donc, le seul message que j'ai envie d'envoyer, c'est faites attention des cartes qui sont, en fait, des cartes que vous achetez, c'est pas parce qu'ils sont dans n'importe quel slab de compagnie qui a été gradé que ça a été bien évalué. Tu sais, si Yanakis et moi, on parle YG grading, là,
ben, on pourrait partir. On n'a aucune façon de garantir que notre système est sans faille. T'sais. Alors, il faut faire attention, puis surtout rester dans ceux qui ont soit des systèmes automatisés digitaux comme Tag, par exemple, ou les autres, le top 3 ou même le top 5 des compagnies d'évaluation de cartes qui, eux autres, ont fait leurs preuves et sont capables de fournir une garantie. Là. Si tu garantis une carte, si tu arrives avec une carte fausse chez PSA, puis qu'ils te la gradent, puis qu'après ça, c'est prouvé qu'elle est fausse, pas sûr que PSA va perdre son nom là-dessus. Là. Je pense qu'il y a une politique là-dedans dans laquelle il te rembourse quoi que ce soit. Non, puis écoute, Greg, c'est pas... Y a-t-il une compagnie de grading qui est blanche comme neige? La réponse est non. Non. Des boulettes, ils en ont toutes faites, là. Puis on n'est pas là à dire que KSA, c'est des ci, des ça. Ben au contraire. J'ai déjà vu des magnifiques KSA gradés. Comme je te dis, c'est pas une mauvaise compagnie, mais c'est sûr que faut faire attention avec l'appât du gain, des fois, de dire, ben là, hey, j'ai acheté une KSA 9, je te demande d'aller chercher une PSA 8. Attention, les amis, attention, là. Ça joue des deux côtés, malheureusement. Là. Ouais, mais surtout, posez-vous la question aussi, pourquoi à ce moment-là, pourquoi tu achètes cette carte-là qui est gradée KSA? Est-ce que c'est parce que, je donne un exemple, tu le sais, j'en ai parlé beaucoup. Présentement, la carte que j'ajouterai à ma collection, que j'ai envie d'ajouter à ma collection, c'est une Brent Clark Ice Premier Auto Patch sur 10. Si j'en trouve une, puis qu'elle est gradée par KSA, je vais l'acheter. Je la recherche. Il y en a 10 dans le monde. Mais surtout, après, je me dirais, pourquoi est-ce que je l'ai acheté KSA et que je veux l'envoyer chez PSA pour faire le crossover à ce moment-là? Donc, peu importe ce qu'on fait dans le hobby, posons-nous les questions. Pourquoi je fais ça? Puis ça va me servir à quoi? Absolument. Absolument. Puis, comme tu dis, ben, encore là, c'est que des fois, les gens vont y aller avec la fausse économie. Ah, mais je vais acheter une KSA et je vais la faire grader PSA, puis là, on va avoir ce grade-là. Ouais, mais ta valeur initiale plus le grading de PSA égale probablement ta carte dans le grade que tu vas recevoir. Là. C'est une carte qui est sentimentale, par exemple, comme dans ce cas-ci, la carte de Patrick Roy recrue. Je veux dire, peu importe dans quel slab elle se retrouve, c'est pas grave, à mon avis. Oui, puis on s'entend là. Il y en a quelques-unes des Patrick Roy là, disponibles sur le marché. Là. C'est un peu comme une Gretzky. Là. On achète celle qui nous tombe dans l'œil, celle qui convient à notre budget. Mais non, je suis 100% d'accord avec toi, Greg. Puis, ce qui est le plus... Ben, je te dirais bien. Ce qui est le plus utopique, c'est que tu peux renvoyer cette carte-là chez PSA. Et sur peut-être recevoir un PSA 6. Là. C'est plate ce que je veux te dire. Là, j'ai déjà vu ça. Alors, on ne rentrera pas trop là-dedans. Non. Mais tu dis des Patrick Roy, il y en a dans le marché, des Gretzky aussi. Simon, des Gretzky, j'en ai jamais vu autant qu'en ce moment dans le marché. Et j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Oui, on a parlé avec Yoann Benaroche il y a quelques semaines en disant il est d'actualité, il est présent, il y a eu l'All-Star Weekend. Oui, mais de là à ce qu'on en voit autant dans le marché, c'est comme parti avec un collectionneur sur Slab Sharks là, qui a mis sa collection au complet. Je pense qu'il devait avoir 25-30 Gretzky Auto différentes qui étaient sur Slab Sharks en même temps. Rappelle-toi de ça, là, ça fait peut-être 4 semaines de ça, 4-5 semaines. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, là, la 79 au Peachy, je pense que je l'ai vu dans à peu près toutes les grades, dont il y a même une PSA 10 qui s'est mise en vente et une 9. Et il y a de tous les grades possibles. On en a vu sur Heritage Auctions également. Je ne comprends pas. T'sais. À moins qu'on reste avec ma théorie que les deux, vous avez défaites d'un revers. T'sais, vous m'avez comme donné un revers de la main, puis vous êtes revenu avec l'autre de l'autre bord, là, que je dis, il y en a certains qui laissent aller certains morceaux pour rentrer dans le marché de Connor Bedard qui s'en vient. Vous m'avez dit non, ça se peut pas, mais honnêtement, je peux pas voir d'autres possibilités que ça. Là. On jase, là. Les Gretzky que tu as vus principalement, c'est quel grade? Ben, je viens de te le dire, au cas où tu m'écoutais pas. Moi, je t'écoutais. Oui, mais il va avoir un grade majoritaire. 8, 9. OK. J'ai pas de réponse intelligente pour expliquer ça. Si tu avais dit, ben, beaucoup de 1, beaucoup de 2,
s'entend, ces grades-là, c'est ce qui... Je dirais pas inondé, mais il y a des quantités incroyables de Gretzky recrues qui ont été gradés dans le 1, dans le 2, dans le 3 depuis 2020. C'est pas compliqué, là, lorsque la PSA 10 avait dépassé la marque d'1 million, tout le monde a sorti ses Gretzky recrues. Tout le monde pensait être millionnaire. Ben du monde a été déçus, ça c'était un autre débat. Mais pourquoi en ce moment il y en a autant? Je peux pas dire, Greg, est-ce que c'est simplement des fois un hasard? Excellente question. Gretzky écrit de cette façon-là sur Gretzky. Ça, c'est quel grade, ça? On me dit PSA 3. PSA 3, ouais. PSA 3 qui est à 1200 canadiens. Ouais. Actuellement, il reste 26 minutes. C'est important de souligner que la photo a été prise avec un toaster aussi. Hein? C'est... à peu près, ouais, c'est ça. PSA 2, il y en a une RAW ici avec un centrage, ma foi, c'est une PSA 1. Donc, il y en a plusieurs qui sont là. On a du TOPS. 6. Ouais. Puis il faut faire attention aussi, Greg. Il y a la version TOPS qu'on voit très fréquemment aussi. Oui. J'aurais dû marquer au Peachy dans ma recherche eBay, là, mais je voulais simplement tuer une PSA 3 qui est là. Donc, tu sais, plusieurs grades. Là, c'est sûr que... SGC 6, ouais, ça c'est très intéressant ici. Ça finit dans une belle tops. Ouais, c'est une tops, ça. J'ai regardé trop vite. Fait qu'il y en a énormément. Je me posais la question. Puis même dans les groupes Facebook, je pense que la carte que j'ai vue le plus cette semaine, avant des OPC de Connor Bedard, ce sont des OPC de Wayne Gretzky. Je ne saurais dire. Mais c'est sûr, Greg. PSA 6 ici, quand même assez rare. Ouais. BVG 6. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont sortir une Gretzky de leur collection pour embarquer dans le trip Bédard. Moi, ce que je voulais dire, il y a 2 semaines, quand on a parlé de ça, tu disais, est-ce que des gens peuvent quitter, est-ce que des collectionneurs de vintage peuvent vendre des choses pour rentrer dans le Derby Bédard? Je pense pas qu'on va voir là, une trolley de PSA 7, PSA 8, PSA 9 là, être offerte en même temps pour acheter des boîtes de série 2 dans 2 semaines. Hein? On ne l'a pas dit encore, mais... Ben, c'est le 6 mars, ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Et là, il est revenu, il a 4 points en 3 matchs depuis son retour de blessure. Alors, et parlant de ça, OPC, finalement, méga succès. Vous en restez, vous autres? Oui. Oui, on a fait un petit peu de gymnastique d'inventaire, mais oui, il m'en reste. On avait une succursale ou deux où, je ne sais pas pourquoi, l'OPC faisait dodo sur la tablette, alors on a rapatrié ça à l'imaginaire Laurier, mais les ventes, Greg, j'ai jamais vu ça. Même dans les meilleures années d'OPC, début des années 2000, alors qu'OPC était probablement le produit le plus collectionné. Jamais vu ça, là. Non, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Et le prix des boîtes monte en flèche parce qu'il n'y en a plus. Puis il n'a pas fini de monter. Là. Non, il n'a pas fini de monter. T'sais. Puis, tu sais, ce qui me fait penser, là, encore une fois, puis je sais que le sujet, j'ai tellement hâte à dans 2 semaines pour plus en parler. Oui? Jamais. Jamais. Tu as dit prix de la série 2, Hama. Parce qu'après ça, on va en parler avec le fait accompli. Ouais. Parce que là, tout le monde, ouais, mais c'est pas vrai, je vais payer ce prix-là. Ouais, mais, tu sais, rendu là, la série 2 et tous les produits de Bédard, je comprends qu'il y a des gens qui sont fâchés présentement parce qu'ils disent ça n'a pas d'allure de payer ce prix-là. Ouais, mais ces produits-là, c'est comme la bourse. Tu sais, pas grave si l'action de Mastercard, elle coûte 300$. T'sais, combien qu'elle va valoir? J'ai pris cet exemple-là, mais l'action de Mastercard n'est vraiment pas à 300$. Là. Je veux dire, quand l'action de Tesla est sortie, elle coûtait combien? Elle coûte combien aujourd'hui? C'est à peu près la même affaire. Je comprends que c'est plate d'un point de vue collectionneur uniquement, mais c'est ça pareil. C'est la même chose de dire, hey, moi je suis fâché, là. J'aimerais tellement ça m'ouvrir une boîte de 2015-16 SP Authentic. Là. Colin, ça n'a pas d'allure combien ça coûte. Oui, mais McDavid est là-dedans. Et voilà. Et voilà. Dans le cas de vendredi passé, j'ai pas ri de la personne. J'ai ri de la situation. La personne m'appelle et je sais pas comment on a eu d'appel vendredi passé, Greg. Avez-vous du OPC Hobby? Avez-vous du OPC Hobby? C'était là, entre ça et un rein humain, c'était aussi hot comme produit.
Et là, je dis au monsieur, oui, il m'en reste quelques boîtes. OK, il dit combien? Ben, je dis, je sais pas si je devrais le dire, en tout cas, 149,99. Hey! Il dit, mais c'est bien cher. Ben, je dis, c'est 2023-24, monsieur. Bon, ben, je vais attendre que ça rebaisse un peu, dans ce cas-là. Ouais, là, j'ai dit, ça. J'ai peut-être une mauvaise. Pas, monsieur, je te le recommande pas. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit, si je peux vous donner un conseil. Puis j'ai dit, moi, je ne suis pas payé à la commission, mais ça ira pas de l'autre côté, là. Ouais, j'ai découvert ça cet après-midi en faisant des recherches. Ouais, parce que là, ce que je monte à l'écran, parce qu'on parle du prix des séries qui continue d'augmenter, mon Yanakis m'a envoyé une photo de la série 2 2014-15 qui s'est vendue, en fait, c'est pas la boîte dans le meilleur état que j'ai vu, là, mais au moins, on voit ici avec le plastique d'Upper Deck que tout est correct. Là. C'est vendu 440 US, ce qui équivaut à quoi? 600 Canadiens. 600 Canadiens. Il y a qui dans 2014-15, série 2? Pasternak, Vasilevski, Horvat, Drouin. À l'époque, Klingberg, Gostisbehere, qui était bien hot à l'époque. Là. Mais, ouais, et voilà. À Détroit, hein? Tu vois, j'allais dire avec les marquis de Jonquière, mais ça, c'est un autre. Je sais pas du tout. Non, à Détroit. Donc, ça va être comme ça, tu sais. Je pense que O-Pee-Chee, méga succès en début d'année. Ça, c'est intéressant. Et là, il y a O-Pee-Chee Platinum qui s'en vient. Ça, je pense qu'il faut absolument en parler. Ouais, et Ray, on va terminer sur le sujet O-Pee-Chee avec ça. Je pense qu'O-Pee-Chee ne tombera pas dans l'oubli. Pour la simple et unique raison que c'est pas tout le monde qui va avoir les moyens de se procurer du Upper Deck Série 2 dans 2 semaines. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer dans l'O-Pee-Chee et après quelques recherches, à moins que toi, tu aies vu des choses sur les médias sociaux, Ray, il y a juste 2 printing plates de Bédard qui sont sortis jusqu'à présent sur les 8 et j'ai vu aucune des one-of-one sorties, en tout cas sur eBay. Moi, j'ai vu la one-of-one est-ce que c'est la blanche, donc ça devrait être la plaque jaune, j'imagine, qui est sortie sur les médias sociaux. Là. Je l'ai vu tantôt, c'est un collectionneur qui est très connu au Canada, Jason Sports Cards, qui a une collection assez impressionnante de Jack Hughes d'ailleurs. Qui l'a sorti. Donc, c'est ce que j'ai vu. Fait que je sais pas si ça compte dans tes deux, on serait peut-être rendu à 3 de sorties. Mais la Red Blankback n'est pas sortie. La Platinum Preview Golden Treasure, toujours cachée. Et la Gold Foil ou le Gold Rainbow, la carte régulière One of One, là, qui est vraiment magnifique. Là. C'est pas Golden Treasures? Bonne question, parce que là, sur Beckett, il y a une appellation, mais sur eBay, tout le monde appelle ça la Golden Treasures. On va appeler ça la Gold 101. Et voilà. Ça. Alors, ces 3 cartes-là font encore dodo dans des boîtes en quelque part. Là, tu commences à me donner le goût, mais... mais non, mais il y a calme-toi. Là, c'est pas comme... La série 2, en voulez-vous en v'là, il va en avoir un petit peu partout. Du O-Pee-Chee, c'est pas tant que ça. Là. Non. Donc, j'essaierai de trouver les endroits qu'il y en a. Et rapidement, si jamais vous voulez sauter sur ce produit-là puis en ouvrir, passons tout de suite à O-Pee-Chee Platinum maintenant. Oh, que oui. Ouais, et ça, ce qu'il faut comprendre, O-Pee-Chee Platinum, c'est un produit qui est adoré des collectionneurs, qui a tout le temps un succès, qui a du... Tu sais, je me souviens, la première personne qui m'en a parlé, c'est toi. Tu m'as dit, il y a des collectionneurs qui, eux autres, collectionnent juste du O-Pee-Chee Platinum. Rien d'autre. 2019-20, gros succès. 2020-21, pas tant. T'as peu. À l'époque, n'oublions pas que 2021 avait été la dernière année du format initial d'O-Pee-Chee Platinum. En tout cas, en magasin, ça avait été un succès retentissant. Ouais, et là, c'était le hype d'Alexis Lafrenière. Oui, mais le produit était intéressant, c'était beau, bon, pas cher pour le prix aussi. Là. OK, tant mieux. Et l'an dernier, en fait, il y a eu 3 ans entre 2020-21 et... 2 ans. Et finalement, la sortie de 21-22 O-Pee-Chee Platinum, puis ça a été une sortie qui est complètement tombée à plat. La qualité était exécrable. Oui. Malheureusement, le centrage des cartes. Puis là, cette année,
non seulement le design est incroyable, vous voyez la Matty Beniers Red Auto qui est à l'écran, mais la qualité a l'air d'être là. On peut pas le dire avant que ça sorte, mais selon les photos qu'on a vues, je pense qu'on peut être réjoui de ce produit-là qui va sortir sur nos tablettes la semaine prochaine. Oui, ça promet et on s'entend Upper Deck. Upper Deck n'est pas niaiseux à temps plein, là. Je pense qu'ils sont conscients de la catastrophe qu'a été au Peach Platinum 2021-2022. Je peux pas croire que 2022-2023 sera pas de meilleure qualité. Et on s'entend. Jamais Upper Deck a sorti un produit une année qui était exécrable et que l'année d'après était autant exécrable. Alors, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à quelques surprises. Et qu'est-ce qu'il nous dit pas, Greg, qu'il n'y aurait peut-être pas une petite corner Bédard Team Canada là-dedans? On jase. Entre toi et moi. Ben, en fait, là, j'ai passé très rapidement sur le checklist, là. Mais une genre de surprise. Là. Et un Easter egg. Tu penses qu'on mettrait ça dans le 22-23? Ils l'ont fait dans le Clear Cut. Ouais. Parlons de Clear Cut, d'ailleurs. Hey, c'est-tu pas la déception 2024 à date, ça, là? Ben... là, tu veux que je te dise que moi, j'entends au comptoir? Ouais. Ben, les gens avaient tellement, mais tellement hâte à Clear Cut, Greg. Et on s'entend, là, Clear Cut, c'est un genre de religion aussi, là. Beaucoup de gens qui ne jouent que par Clear Cut. Beaucoup de breakers aussi, là, pour qui ce produit-là est du nanan. Je sais pas si c'est tant de déception que ça. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai entendu au comptoir. Là. Oui, j'ai vu quelques clients acheter une boîte ou deux et se faire royalement ramasser, là, quasiment autant que les Ducks samedi soir passé contre les Maple Leafs. Mais j'ai aussi vu de superbes et de sublimes cartes sortir de ce produit-là. Et moi, j'ai toujours Clear Cut, il y a une grande qualité à ce produit-là. C'est le seul produit dans lequel c'est le fun de pogner une Redemption. Parce que quand on a une Redemption, ben, ça nous donne une deuxième carte. Alors, j'ai vu une magnifique Redemption de Steve Yzerman, les Vintage View qui utilisent le design. Slavkovski aussi est en Redemption hein, dans ce produit-là. Oui. Ouais. Mais c'est ça. J'en ai vu quelques-unes. Mais c'est ça, quelques noms intéressants, mais ça vient toujours qu'une canvas debut. Je veux dire que j'ai vu les résultats de Case Break au complet, là. Et boy. Beaucoup de Ryan Reeves. Si seulement c'était ça. J'ai pas... Tu peux voir la fameuse Golden Treasure de cette année de Jack Hughes dans le 22-23. C'est pas une recrue, mais quelle carte. On dirait quasiment que c'est une acétate là, de voir Jack Hughes là-dedans. On dirait que le sale sheet a été fait pour toi, Greg. Hein? Une belle Jack Hughes 1-of-1, une belle rookie auto de Brent Lark. Qui a le numéro 54 et non son 92 actuel. Regarde ce design-là. Là. Oui. Incroyable. Très clean. Très clean. Je sais juste pas pourquoi ils ont pris le chandail bleu des Canadiens dans le cas de Harbert Jackay, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon. Ouais, Clear Cut, je sais pas. T'sais, tant mieux s'il y a des collectionneurs qui sont contents parce qu'ils avaient hâte à la sortie de ce produit-là. Moi, pas trop convaincu, bien honnêtement. Puis j'ai hâte à la sortie d'OPG Platinum. Je pense que ça va donner un hype intéressant, même si tout le monde attend, bien sûr, la sortie de la sortie de la série 2 qui s'en vient très, très près. Là. Puis là, on arrive à la fin de l'année 22-23. Enfin. Il va manquer quoi, là? The Cup? The Cup, Ultimate, Premier. J'ai pas... Attends un petit peu, j'ai un calendrier sur la main. C'est des produits, d'ailleurs, qui font que ça va me coûter cher. Mon grand désarroi. Un peu, Greg, je te dis ça dans 16 secondes. Il va rester Ultimate Premier. Est-ce qu'on a une date pour Premier. On aurait le 24 avril. OK. Et là, il existe encore Parkhurst 2022-2023 qui n'apparaît plus en nulle part. Ça me fait toujours un petit peu sourire. Et ça serait pas mal ça. Et c'est important de mentionner que Upper Deck a annoncé la semaine passée la sortie de Upper Deck MVP 2024-2025. Ouais, le 19 juin. Pardon pas tout le monde encore. Là. Continuons de travailler.
Déjà que tu m'as parlé de Parker, ça m'a mis de côté un petit peu. Là. Et on n'a pas de date pour The Cup ni pour Jamais. Ultimate, pas encore, non? Ça, Ultimate, oui. The Cup, non. Ultimate, on serait le 17 avril aussi. Ah bon? Alors là, on aurait 2 produits le 17 avril. Alors, c'est à voir. Le mois d'avril va me coûter cher. OK, mon Yanakis, avant qu'on passe à notre autre sujet de la semaine, je t'invite à ce qu'on aille voir ce que nos amis de Slab Sharks ont à l'enchère cette semaine. Vous pouvez continuer vos cartes avec Slab Sharks. Vous pouvez m'écrire en privé sur les médias sociaux pour envoyer vos cartes là-bas. Donc, c'est très, très, très simple. On offre 98% de valeur sur vos cartes de Connor Bedard. Il y a eu un petit spécial qu'on a fait lors du show de Québec. C'est d'ailleurs ces cartes-là qu'on voit présentement à l'enchère. On commence ça avec une petite Future Watch de Connor McDavid avec 2 jours à faire est à 6600 $. Petite Michael Jordan 2005 SP Game Use sur 75, BGS 9.5, une Messi. Wow. Paquette 8, la fameuse Panini Mega Cracks. Ça, c'est un produit qu'on a essayé de faire lever en valeur et on s'est dit, regardez, il y a un upside à tous les autres joueurs. Parce que regardez le prix des Messi. Ça n'a jamais levé. Ça lève juste avec Messi parce que c'est la true rookie de Lionel Messi. Ah ben regardons, hein, une petite Wayne Gretzky PSA 6. 79 PSA 6. Caitlin Clark, la sensation au basketball et aussi dans le monde du hobby présentement qui était à c'est une Beckett 9 Auto 10 qui est à 1975 $ présentement. La Jackie Robinson recrue qui est uniquement c'est une carte authentique mais altérée. On le voit ici. Pas de grade sur la Jackie Robinson à 1790. La BVG 6 de Wayne Gretzky. Et une Connor Bedard, la Easter Egg. OK, c'est ça. Elle est Raw Review à BGS 9.5. C'est pour ça qu'elle est déjà à 1525 $. Et le petit bonhomme juste là. Attends une minute, là. T'es en train de me dire qu'avec 2 jours à faire, la Austin Matthews, si on disait ça monte pas Austin Matthews, là, ben, il vient de nous la mettre d'un dent parce que on voit ici que sa Young Guns PSA 10, c'est déjà à 1426 $ avec 2 jours à faire. Ça, c'est solide. Enfin, Austin Matthews monte. Puis, tu parles du SP Game Use 2013, Tiger Woods. Ça, je n'avais pas vu une à Toronto. Oui, le DDM au complet qui était fait de SP Game Use, donc les 5 lettres de Woods. On rappelle que chacune de ces cartes-là est numérotée sur 15. C'est complètement fou de voir ça. Et une petite BGS 9.5 de Crosby. Ça, c'est ma carte. C'est celle de Jackson Chourio. On va parler de baseball d'ailleurs dans les prochaines semaines qui est à 1325 $ avec 2 jours à faire. C'est la Purple Auto PSA 10. Quelle belle carte quand même. Et regardez-moi ça. Ça, c'est sucré, ça. On va citer Charles Canuel, là. La OPC, donc 2023-24 de Connor Bedard, la Diamond Rookie sur 75. Magnifique. Et une belle Sidney Crosby aussi, SPX 2005, l'autographe de Sidney Crosby complètement incroyable. Cette UI Slavkovski, One of One, ça appartient à Sylvain Cormier qui était avec moi. One of One, Future Watch, Spectrum FX qui est déjà à 1025. Fait que bref, c'est un peu ça qui se passe chez Slab Sharks cette semaine. Quelques belles petites pièces, comme d'habitude. Des petites pièces extrêmement pas pires. Dans les autres sorties qui ont retenu l'attention, mon cher Yanakis. Topps Chrome F1 2023. Et je trouve ça bien intéressant de parler de Topps Chrome F1 2023 parce que c'est un produit qui avait perdu de sa pertinence dans les dernières années. Depuis 2020, en fait, on a tenté de chercher une pertinence à ce produit-là. Puis cette année, ben, il y a plusieurs faits qui ont... En fait, il y a cet homme-là ici qui a sa carte recrue dedans, Oscar Piastri, qui a connu toute une saison recrue l'an dernier avec McLaren et cette année qui devrait en connaître une pas pire non plus. Mais on a aussi ajouté des cartes de certaines légendes. Oui, monsieur. Toi, tu nous parlais depuis plus d'1 an. Là.
Oui, ben, on s'entend. T'as 20 pilotes par année, plus 20 pilotes de F2, plus 20 ingénieurs. À un moment donné, tu vomis une série de 200 cartes avec ça, ça devient un peu répétitif. Et ça me fascine de voir que ça a pris 3 ans pour que Tops réalise que mettre des légendes, ça serait peut-être winner dans le fond. Et on le voit, écoute, le produit est sorti vendredi passé. Les ventes réalisées pour les cartes de légende sont, je l'ai dit, through the roof, on va dire au bord en bord du plafond. Incroyable! Écoute, je sais pas si tu as vu la Alain Prost autographie qui s'est vendue. Non, mais pendant que tu parles, je suis en train de chercher ça. Qui est pas particulièrement belle parce que je pense que je sais que ça chiale beaucoup sur les groupes de cartes que certaines cartes de légende, ils ont on voit pas certains commanditaires et tout. On s'entend, Ayrton Senna a eu comme commanditaire pendant plusieurs années des marques de cigarettes, alors on peut plus montrer ces marques-là en 2024. Est-ce que ça vient un petit peu altérer la beauté de la carte? C'est sûr qu'il manque un petit quelque chose sur la photo, là. On se comptera pas des peurs, mais juste de voir Senna sur une carte, de voir Prost, de voir Schumacher. Wow. Ouais, et c'est sûr que on peut pas avoir d'autographe de certaines de ces légendes-là, là, mais la Ayrton Senna, par exemple, qui est la variation Hidden Gems, c'est vendu 675$. Tiens, je vous l'ai trouvé ici, je vous mets ça à l'écran tout de suite. Je suis désolé, je suis encore sur Cardboard Connection. Non, c'est pas vrai, c'est ça, c'était Cardboard Connection. Il y a de la misère à fournir aujourd'hui. Tiens, la Hidden Gems de Ayrton Senna ici, 675$ canadiens qui s'est vendu. Puis il y en a plusieurs. Il y a aussi la variation d'image d'Ayrton Senna qui s'est vendue à très fort prix. Fait que, tu sais, on a réussi à monter un hype sur ces légendes-là. Il y en a 5 là, qui sont dans le set. Il y a Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher et David Coulthard qui est le 5e. Pas besoin de vous dire que les 2 plus gros vendeurs là-dedans, c'est Senna et Schumacher. Et malheureusement, on ne peut pas avoir d'autographe des 2. C'est dommage. Mais j'ose espérer que dans Topps Dynasty, Topps va nous réserver une petite surprise avec une code signature de ces 2-là. Ça serait, Greg, monumental. Et c'est trouvable, là, des signatures de ces gars-là. Là. C'est des gars qui ont quand même signé beaucoup d'autographes dans leur vie. Là. Mm-hmm. Si Topps est capable de nous pondre ça, watch out. Vous êtes pas prêts. Déjà, on en profite peut-être pas. Non, vas-y. Déjà que les cartes Dynasty sont extraordinaires, et extraordinaire, c'est un faible mot, là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que Topps va nous réserver de ce côté-là. Ouais, et juste pour faire la nomenclature, le Topps a essayé de réinventer un petit peu ce qui se passe avec les produits de Formule 1. T'sais, on a sorti Topps Chrome en 2020, qui était un succès monstre et qui en est encore un. Uh-huh. Il y a des breakers. D'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, je devrais faire une entrevue avec celui qui a F1 Castle, là, qui fait juste rouler encore, lui, à breaker du 2020. Là. Ça continue. Là. Il y a encore énormément de collectionneurs qui sont intéressés à ce fait-là et les cartes ont gardé des valeurs incroyables. Bien sûr, surtout pour les fameuses cartes numéro 1 à 20, qui sont les portraits des pilotes à ce moment-là. Et surtout, je veux dire, les premières cartes de Lewis Hamilton, les premières cartes de Kimi Raikkonen, de Max Verstappen, Lando Norris qui avait sa carte recrue à ce moment-là, George Russell, et je veux dire, puis des boîtes, je sais plus à combien c'est rendu, mais c'est pas achetable. 2000-2002 environ. Ça a monté à 5000, ça a redescendu à 2000, mais à la sortie, c'était 400$. Alors, on sait jamais comment ça va aller. Ouais, c'est ça. Mais c'était cher, Greg, à la sortie. Je me souviens de plusieurs clients qui me disaient « Mais c'est donc bien cher! » Je vais retourner dans le temps. Là, je peux te dire que j'aurais commencé à collectionner un an avant. Ça te confirme.
Et surtout en sachant que, tu sais, je m'en cache jamais. Si je pouvais tout vendre ce que j'ai, là, ce que je vous ai montré, mes belles cartes des Kings, tout le reste, je peux tout vendre ça pour aller chercher une carte signée de Lewis Hamilton. Moi le faire. Et un jour, ça va arriver. Je m'en suis fait offrir une. Mais le problème, c'est que les collectionneurs qui ont ces cartes-là veulent beaucoup plus, puis ils veulent pas les mettre à l'enchère de peur que le hype ait complètement descendu sur ces cartes-là. Donc, il y a Topps Chrome qui est sorti. Finalement, on a sorti plusieurs produits suite au succès. Tu sais, il y a eu Flagship qui est sorti. Oui. Donc, ce sont les cartes non chromées. Tu as eu les cartes le Light en 2021, en 2022, qui est des boîtes essentiellement avec pas d'autographe. Ouais. Avec pas d'autographe, oui, sans autographe. Puis tu as eu, là, finalement, les Topps Dynasty qui sont des boîtes qui coûtent des milliers de dollars, qui est une seule carte avec des patchs autographiés et tout ça. C'est dans lesquels tu peux avoir des patchs du fameux suit, là, des pilotes. Et on a sorti récemment Excellenza, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Excellenza. Qui était un produit, le premier produit dans lequel on a vu des légendes, mais étant donné que c'est pas le produit fort qui est Topps Chrome, ça a comme un peu passé en dessous du tapis, ça, jusqu'à temps qu'on sorte Topps Chrome cette année. Alors, tant mieux si ça peut donner une certaine pertinence, puis qu'on est capable de se réinventer un peu avec Topps Chrome F1 cette année, qui est un produit qui a fait triper les collectionneurs, puis qui fait encore triper les collectionneurs depuis plusieurs années. Oui, Excellenza, moi j'avais adoré ces cartes-là, mais c'est un produit disponible seulement via le site web de Topps. Alors on s'entend, et comme d'habitude, il y en a eu pendant 45 secondes. Oui, c'est ça. Les certains robots là, qui achètent tout, comme le Topps Chrome Disney, malheureusement qu'on n'a pas pu... Et là là. Ouais. Et là là. Et là là. Et il y a eu 2 années aussi de Topps Formula One Lights Out, qui est un autre produit vendu exclusivement sur le site web de Topps, qui un peu poète-poète. Moi, je te dirais, je suis 100% d'accord avec le fait on enlève le Topps Chrome Light qui, ça le dit, là, c'est Topps Chrome... C'est comme du Topps Chrome diète. Là. Moi, j'ai jamais adhéré à ça. Ma seule crainte, je suis vraiment déçu du fait que le flagship n'existe plus. Et honnêtement, moi, j'aurais conservé le flagship en Blaster Box. Pour la simple et unique raison que reste que le Topps Chrome Formule 1 est un produit dispendieux, mais c'est le moins dispendieux de la gamme. Et Flagship apportait quelque chose. On était capable d'avoir un paquet à 10$ là, de cartes de Formule 1. Fait que j'ose espérer que Topps n'a pas oublié ces gens-là qui ont un petit mauve dans leur poche et qui partagent la même folie, la même maladie de la Formule 1 que nous, Greg. Mm-hmm. Alors, ça va être à voir. Ça va être à voir. Et c'était pas inintéressant, Flagship. Là. Les morceaux de saut étaient quand même le fun à pogner. Et sûr, des fois, on avait quelques noms un petit peu particuliers. Mais, en tout cas, ça reste à voir. Je fais confiance. Je donne le bénéfice du doute à Topps sur cette décision-là. Si on passe maintenant aux questions de nos auditeurs qui sont nombreuses cette semaine. Oui. D'ailleurs, c'était la question de Fred Bombardier-Martineau et de Mike Kowalou par rapport à cette année de Topps Chrome F1. Puis là, il y a tout un débat qui est rentré là-dedans. Et je pense qu'on a répondu à tout le monde là-dessus. Donc, avec Anthony Bossé maintenant, la série OPC a longtemps été associée avec les True Rookies, donc avec le Marquee Rookies. Avec la popularité de OPC qui semble augmenter et le timing par rapport à la série 2, est-ce que les Young Guns seront encore considérés comme les True Rookies ou est-ce qu'un shift du hobby pourrait venir changer le rôle des Young Guns ou est-ce que vous croyez que ça va jamais changer? Perso, là, avant que ça change, là, avant que les Marquee Rookies soient reconnus, ayant une plus grande valeur, étant plus transigés et collectionnés que les Young Guns, je pense pas que ça va arriver. Non, je suis 100% d'accord avec toi, Greg. Cependant, Upper fait une job magistrale depuis 2 ans. On s'entend, ça a toujours été dans OPC, les 4 recrues. Depuis 1968, ça a toujours été là-dedans. Alors, le fait que les premières cartes recrues apparaissent dans OPC, je trouve que c'est un clin d'œil magnifique au passé, avec une petite touche moderne et surtout à un prix raisonnable.
Mais non, jamais, ça n'arrivera pas, là. Je suis désolé. Et dis-vous une chose, pendant de nombreuses années, il n'y en a pas eu d'OPG. Alors, c'est quoi la force des Young Guns? Ben, c'est qu'à chaque année, depuis 1990, il y en a à chaque année. Alors, c'est l'aspect continuité qui fait que ces cartes-là sont très recherchées. Louis Godet nous demande, vaut-il plus la peine d'acheter la carte unique de Connor Bedard ou son Hobby Box et la conserver fermée? Et la revendre plus tard quand le stock chez Upper Deck sera épuisé. Ouais, le stock chez Upper Deck va être épuisé rapidement. La semaine prochaine, là, parce que déjà tout va être shippé aux fournisseurs. Oui, mais ce que Louis veut dire, c'est... En fait, ce sont deux cas complètement. T'sais. Moi, si j'achetais des boîtes de la série 2, je les garderais fermées chez nous, puis j'oublierais que j'ai ça pendant quelques temps. Et d'acheter la carte, puis ça, on va répéter cette règle-là. Et Louis nous dit, en toute connaissance de cause, que vous n'êtes pas des conseillers financiers. Effectivement. Merci. Parce que tu peux acheter un paquet à 12$ puis tomber dessus. Là, on s'entend que tu peux acheter ça. Ou tu peux encore acheter la carte directement. Et ça, moi, vous connaissez mon expérience avec ça. C'est toujours plus gagnant de faire ça directement. Et Alexandre Chouinard dit, je fais du pouce sur cette question-là. Avec tout l'engouement de la série 2, est-ce que Upper Deck vont en produire en fou ou on a une print run qui est déjà déterminée? Il donne les 2021, 22, 23 en exemple qui sont encore disponibles un peu partout. T'en penses quoi de ça? J'en pense quoi? Upper Deck en feront pas moins, non? Ça sera pas de cachette, là. Puis là, j'entends déjà les haters dire, bon, là, le retour au Junk Wax Era. Ben non, on n'est pas là. Je serais pas surpris qu'il en fasse un petit peu plus pour la simple et unique raison que la demande est tellement hors de ce monde, est tellement inimaginable que s'ils en font pas un petit peu plus qu'Upper Deck série 1, ben, ça va prendre 2 heures puis il y aura plus de boîte en nulle part, les amis, là. Alors oui, ils vont en faire plus. Mais combien plus? Ils en feront pas 800 000 caisses de plus, inquiétez-vous pas, là. Et, Non, déjà là qu'il y a certaines personnes qui vont dire, on est dans le début des années 90. Et voilà. Et voilà. On n'aura pas trop de Young Guns de Connor Bedard. Inquiétez-vous pas. Non. Mais c'est impossible avec Upper Deck de calculer un print run. Ça se calculait à une certaine époque. Malheureusement, ça se calcule plus. Parce qu'à une certaine époque, on avait un nombre X de exclusifs dans une caisse. Alors là, on était capable de faire un certain print run. De calculer un certain print run, mais non, c'est plus possible depuis 2016, je crois. On va y aller avec 2 autres questions avant de passer au restant de la discussion sur notre Patreon. Il y a Benoît Marion et Pierre Hugues qui donnent des commentaires sur Topps Baseball série 1. Et ça, je me garde ça la semaine prochaine où est-ce qu'on aura nos experts en baseball qui vont venir avec nous autres. Je pense qu'il faut absolument se faire ça. Oui. Ben Marion, là. Parenthèse, Ben Marion m'avait dit, alors moi, là, il dit à chaque semaine, là, je vous écoute pendant que je passe la balayeuse. C'est OK, pourquoi? Ben, j'ai ça pour sa balayeuse. Tout le monde a ça. Fait qu'il dit, la demi-heure, 3/4 d'heure que je passe à passer à la balayeuse, ben, je vous écoute, fait que ça passe mieux. Alors, toujours curieux de savoir où les gens et comment les gens nous écoutent, hein. Mais c'est ça. Ben, c'est entre... Gros Savage qui nous écoute en passant sa tondeuse l'été. Et là, il a fallu qu'il trouve un autre, probablement avec sa souffleuse, je sais pas trop quoi, malgré qu'il n'y a pas eu trop de tempête de neige. Ben ça, j'allais dire. Quand je passe la balayeuse, j'essaie d'écouter d'autres choses que Yanakis parce que là, c'est trop. Je peux pas vivre avec les deux. C'est trop pour moi. Mais les deux ensemble, je peux pas faire ça. Notre dernière question, et d'ailleurs, si vous voulez aller vous inscrire à notre Patreon, ça coûte en bas de 10$ par mois. Vous avez 15$ en credit break chez Stack par mois. Donc déjà là, vous êtes gagnant. Vous avez des rabais qui totalise 10$ avec Choose Your Grading pour envoyer vos cartes à l'évaluation au gradage. Vous avez un rabais de 10% sur le service Tag S chez Tag Grading également. Ça, c'est absolument fabuleux. Du contenu exclusif comme celui que Yannick et moi nous apprêtons à faire. Vous avez droit aux épisodes avant tout le monde aussi, 48 heures avant. D'autres, plein de rabais. Il y a eu des préventes qu'on a fait avec la série 2. Donc, il y a un petit rabais pour... un pas pire rabais pour
les membres Patreon d'ailleurs qui se sont manifestés. Fait qu'il y a tout plein d'avantages financiers, puis voyons, Colin m'a fini par le dire, ça vous permet d'encourager deux petits gars, pas si petits, qui font ce beau projet-là qui est Show de cartes et finalement de pouvoir acheter des cartes de Tony Twist à Yanakis. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est sorti de ma poche. C'est le cadeau de Noël à Yanakis. Et de réinvestir dans le contenu qu'on fait et de vous en amener encore plus. Jean-Philippe Dubois dit « La Slavkovski PSA 10 qui se vend maintenant plus cher que celle de Cole Caulfield, est-ce que ça pourrait perdurer dans le temps ou seulement c'est un hype du moment selon vous? » Souviens-toi à la fin de l'été, Greg, hein? Hey, Caulfield va en compter 50, c'est pas plus. Les gens étaient on fuego sur Caulfield. Finalement, ça a été plus difficile un petit peu comme saison. Là, on s'en repart. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ça de Slavkovski. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jamais auraient pensé que Slavkovski était ce genre de joueur de hockey-là. Il est solide, là. Il est très solide, là. Alors que l'autre... Parce que Tony Marinaro dit « Ah là, tout le monde sort, là. Tout le monde sort. Moi, je l'avais dit que Slavkovski allait être bon. Moi, je l'avais dit. » Il a raison. Parce que tout le monde sort. Ah, j'y croyais. Non. Tout le monde bâchait. Moi, la seule chose que j'ai dit, j'ai pas dit il va être excellent. J'ai dit soyons patients. Et voyons voir. Et c'est exactement ce que j'avais proposé. Regarde, on était patients. Regarde ce que ça donne présentement. Alors, et moi, j'ai toujours dit, je dis aux gens, ça va être un bon joueur. Ce sera pas un McDavid, un Matthews, mais ça va être un bon joueur, là. Top 5, top 10 NHL, non. Mais on peut être un bon joueur sans être dans le top 5. Qu'il offre actuellement Slavkovski, là. Surprenant. Non, mais il y a combien de joueurs comme ça dans la Ligue nationale, là? Je suis d'accord. Non, c'est pas un Matthews. Matthews, il y en a juste un. Non, c'est pas un McDavid. McDavid, il y en a juste un. C'est des gars très différents aussi. Slavkovski est très différent. Est-ce que ce sera, selon moi, le meilleur attaquant de l'équipe dans 2 ans? Je veux dire, c'est probablement déjà un des 2 meilleurs attaquants de l'équipe. Comme tu disais, Cole Caulfield, c'est un marqueur. Il est streaky. Il va bien en ce moment. Il va connaître des demi-saisons de 23 buts comme il va en connaître de 6 buts. 7 buts. J'exagère peut-être un peu. C'est pas Patrick Lainé, là, quand même. Là. Wow. Ce à quoi je vais répondre à la question de JP Dubois, est-ce que c'est le temps d'acheter Slavkovski? Non. J'ai-tu le goût d'en acheter? Oui. Est-ce que c'est le temps? Selon moi, non. Est-ce que c'est le temps d'acheter du Caulfield? Je pense que oui. C'est pas... je dirais, à un moment donné, s'il en remet 23... c'était combien là, la dernière fois? Là? 23 en 40, quelque chose comme ça, en 41. S'il refait ça, ça va être excessivement pas pire. Merci beaucoup, mon Yanakis, pour cet épisode de cette semaine. Merci, mon Greg. Merci à tout le monde qui nous écoute sur les ondes de TVA Sport. Je dis là. C'était peut-être du wishful thinking qu'on appelle. De PPM Sport. Et pour nos membres Patreon, on poursuit la discussion. Pour les autres, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.